L'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants est un projet que nous avons créé il y a quelques mois, en septembre 2014, avec Michel Salov-Coste et l'Université catholique de Lille et l'Université catholique de Lyon. Le but de cet institut est de permettre à des entreprises de découvrir des écosystèmes innovants, soit dans la Silicon Valley, l'objet de notre premier voyage, ou en Europe centrale, en Europe du Nord, et sans doute à la fin de l'année ou début d'année prochaine en Asie. Les voyages sont dits des voyages apprenants parce que les entreprises sont mises au contact d'innovateurs, de personnes qui ont des expériences de terrain dans l'innovation, dans la création de nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux business. Et ces voyages sont utiles pour eux pour travailler, les accompagner sur leurs projets. Nous avons aussi prévu dans cet institut des workshops, des ateliers collaboratifs qui se dérouleront à Lille, à Lyon, qui permettront de travailler aussi sur les besoins de ces entreprises, de manière à les accompagner plus spécifiquement. Troisième objectif de l'Institut est de permettre à ces entreprises de rencontrer des personnalités, des gens qui ont des expériences en innovation, personnalités que nous interviewons soit sur le terrain, en entreprise, chez eux, ou dans nos studios, de manière à créer des séquences que nous pouvons monter sous forme de cours à distance, et qui leur permettent de travailler en interne chez eux avec leurs collaborateurs pour s'inspirer d'innovation. Dernière chose et non la moindre, l'Institut est aussi à destination des universitaires, des étudiants, qui pourront, grâce à ces matériaux, enrichir leurs cours, avoir des illustrations. Et nous comptons bien que cet Institut soit aussi un nouveau mode de collaboration, de dialogue entre le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. With Michel, we never know. I don't think he knows. when we saw the package, we say even if we get 1/3 good, it's worthwhile coming. So I don't know how to take your very diplomatic. Alors l'idée, c'est d'explorer les 5 continents. En fait, au niveau scientifique, ça a une certaine logique. C'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans un monde globalisé, vous dire l'innovation, tel continent, je ne citerai pas lequel, ou non, on peut l'oublier, il n'y a pas d'innovation là. Vous voyez, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas dire c'est un parti pris qui est juste insoutenable. Donc si vous commencez à étudier l'innovation dans une partie du monde, vous êtes obligé de faire le tour du monde, d'aller explorer les 5 continents et d'essayer de comprendre les logiques spécifiques à chacun de ces continents. Alors en plus, en fait, dès l'instant où on commence à gratter la surface, bien sûr, il y a des points rouges, en quelque sorte, des hotspots, des endroits où on se dit, mais oui, l'innovation est omniprésente. Bon, on a commencé évidemment par la Silicon Valley parce que tout le monde dit que c'est l'endroit le plus innovant de la planète. On parle de la capitale de l'innovation planétaire. Enfin, les superlatifs sont multiples. Mais vous avez d'autres endroits où finalement on peut peut-être énormément innover, mais tellement innover même que c'est même pas dans nos radars. Parce qu'il n'y a pas que l'innovation technologique. L'innovation technologique, elle est la plus visible, mais il y a l'innovation sociale. Par exemple, l'Amérique du Sud, par contraste avec l'Amérique du Nord, est extrêmement innovante, mais pas obligatoirement dans les technologies, mais dans la dimension sociale ou sociétale. En Afrique, on a énormément d'innovation, en quelque sorte partie des gens, dans des petits détails de vie. Alors bon, il n'y a pas la même communication que lorsque c'est une multinationale comme Google qui parle d'innovation. Mais les Africains, on ne peut pas dire que ce n'est pas un peuple innovant non plus. Donc, si vous voulez, dans chaque continent, il y a une manière différente de faire de l'innovation. Et c'est extrêmement intéressant d'étudier ces différents mondes, ces différentes racines
anthropologiques qui font que l'innovation est différente d'un endroit à l'autre. You know, one of the unique aspects of Silicon Valley is the collaborative way in which we do business. We realize that there is enormous value in just helping people, and it can be sometimes our competitors, and there's very much a give and take. We believe that anything is possible, and that's really important because that lends itself to the fact that no idea is crazy. Well, I think the fact that we have this mindset that anything is possible, because that allows you to have any idea and to feel like nobody's going to shoot you down, to feel as if somebody's not going to come back and recant, well, if it was such a good idea, somebody else would have done it. That would be the fact that one of the first questions out of many people's mouths here is, how can I help you? There's this recognition that I am in this unique environment, I can never imagine going back, and I'm going to give back to anybody that I possibly can. Je suis française, je vis aux États-Unis depuis 7 ans à San Francisco. J'ai travaillé pendant 5 ans pour Ruby France, l'organisme d'aide aux entreprises françaises. J'étais en charge de la partie technologique, avec pour principale mission d'aider les startups françaises à faire du business aux États-Unis, et en particulier à signer des contrats d'affaires avec des clients, mais également à trouver les bons partenaires pour se développer. Avant tout, il faut savoir que c'est un marché extrêmement compétitif, donc c'est pas du tout évident de venir. Il faut parfois ralentir et être préparé avant d'arriver, pas venir en disant on va réussir à tout prix, l'argent est là parce que les capitaux sont là, et puis brûler tout son cash en 3 mois et devoir rentrer en France avec une société en faillite. Donc il faut mieux être bien préparé. Donc le premier message qu'on fait passer, en général, c'est de dire est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous. Du coup, pendant ce temps-là, ça permet de faire un bon travail d'étude de marché, savoir comment on va se positionner pour aller sur ce marché. Et là où les entreprises françaises, mais également des fois d'autres entreprises européennes, ont des difficultés, c'est sur le positionnement et notamment comment faire d'une technologie un produit, en dérivé des applications. En France, il y a beaucoup de startups qui ont passé 10 années de R&D dans des labos à développer des technologies extrêmement innovantes, et la France est extrêmement forte dans ce domaine. Maintenant, pour réussir sur un marché aussi compétitif que les États-Unis, où il y a beaucoup d'offres, des sociétés du monde entier, des développeurs de pointe, des labos qui sont soutenus financièrement et par des universités, il faut savoir se positionner très précisément avec un focus, savoir quel est le marché qu'on adresse, savoir comment on s'y attaque et avoir un business model pour survivre. Alors il y a des exemples un petit peu historiques comme Criteo. Moi, je voudrais plutôt insister sur un exemple plus récent. Une petite société qui s'appelait Contract Life, qui faisait à peine un demi-million de chiffre d'affaires l'année dernière, qui a participé à un programme d'accélération ici, soutenu par le gouvernement français, du BIO, et qui a réussi en quelques mois à faire énormément de traction, qui est en pleine levée de capitaux et qui fait parler d'elle à tous les événements networking. Donc ils ont pitché en public plusieurs fois, ils ont décroché des tonnes de prix, et donc la conséquence logique, c'est qu'ils ont ouvert un bureau très récemment, je crois en septembre. L'activité de cette société, c'est une plateforme de management de contrats, et sa spécificité, c'est d'être virale, en fait, en partageant le contrat avec une autre société, par exemple un contrat de travail, un contrat partenaire, un contrat de livraison.
On incite ainsi le partenaire en face à lui aussi se mettre sur la plateforme et donc ça se réplique très très vite, d'autant plus que cette plateforme est extrêmement ergonomique. En fait, les trois forces ici, et peut-être que ça peut aider à changer aussi la mentalité en France, c'est la force d'un écosystème, la proximité à la fois entre les universités, les capitaux, les entreprises du privé, aussi bien grandes que petites, toutes les tailles de start-up jusqu'aux plus grandes boîtes, et la proximité également de tous les services qui sont développés autour, ce qu'on appelle des service providers ou des services de support, comme les avocats, les consultants, les incubateurs, etc., qui viennent soutenir cet écosystème et le faire cristalliser. Donc ça, c'est le premier secret de la réussite, le fait de travailler ensemble avec des talents complémentaires et de ne pas se dénigrer les uns des autres. Souvent, on a par exemple en France un peu cette dichotomie entre marketing et ingénieur. Ici, ils travaillent main dans la main et c'est fondamental. La deuxième chose, c'est la créativité. San Francisco et la Silicon Valley en particulier, c'est vraiment un lieu où à la fois il y a un brassage des cultures du monde entier, des Indiens, des Philippins, des Chinois, des Japonais, beaucoup d'Européens également, qui font qu'il y a beaucoup de diversité et du coup de façons de penser qui vont un peu stimuler cette créativité. La culture gay également, je pense que c'est aussi la seule ville au monde où on peut se promener tout nu dans la rue. C'est une ville très, très artistique par de nombreux côtés et tout ça, ça vient apporter une dimension supplémentaire à cet écosystème. Et le dernier point, c'est le côté citoyen. San Francisco, la ville de San Francisco en particulier, mais maintenant de plus en plus autour aussi, a un très très fort esprit citoyen, développer des initiatives, que ce soit de covoiturage et autres. J'ai eu une carrière de fonctionnaire international, d'abord à l'OCDE, où j'ai passé plus de 25 ans, où je me suis occupé de politique d'innovation des pays. D'abord en travaillant sur les pays développés, riches à l'OCDE, et ensuite dans les années 90 sur les pays en transition, comme la Russie et l'Europe centrale. Et puis en 2000, je suis parti à la Banque mondiale à Washington, où j'ai travaillé plutôt sur les pays émergents, les grands pays émergents comme la Chine, l'Inde, ainsi que les pays pauvres, toujours sur les questions de politique d'innovation auprès des gouvernements, et de stratégie de développement des pays, en faisant des évaluations et des conseils sur toutes les politiques qui au fond touchent le fondement du développement, c'est-à-dire l'éducation, la recherche, la technologie, l'industrie, et tout ce qui au fond se relie à ces processus de développement économique et social à long terme. Ce qui m'a amené en fait à m'interroger beaucoup sur les fondements culturels et sociaux des sociétés, y compris leurs aspects anthropologiques, qui finalement sont les facteurs déterminants des trajectoires à long terme des sociétés. C'est une étude qui a été soutenue par la Rockefeller Foundation, qui a été organisée aussi en liaison avec The Economist, le magazine international anglais, pour réfléchir sur les moyens d'existence des populations à l'horizon 2030, en regardant les différentes régions du monde. Donc on s'est intéressé à ce qu'étaient ces moyens d'existence, qui sont beaucoup liés aux conditions dans lesquelles les gens ont du travail ou n'ont pas de travail, parce que c'est ça qui leur fournit leur revenu de base. Et on a regardé quels étaient les facteurs qui impactaient, ou qui allaient impacter à long terme ces moyens d'existence. Ce sont des facteurs qu'on appelle des mégatrends, qui en fait se relient à l'évolution de la technologie, à l'évolution notamment de l'automatisation, mais aussi aux possibilités créées par les nouvelles technologies qui offrent des développements de nouvelles activités, ou qui permettent de résoudre des problèmes, y compris des problèmes relatifs à l'écologie. Deuxième type de facteur, la démographie, avec le vieillissement des populations dans les pays développés, ou au contraire le développement d'une masse de jeunes dans des pays comme l'Afrique ou l'Inde, et qui peuvent poser problème s'il n'y a pas assez d'emplois créés en face, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Il y a également les questions climatiques, avec le changement climatique qui a des implications, notamment avec des phénomènes d'inondation, de sécheresse,
d'ouragan, et qui pose des problèmes aussi pour l'évolution des conditions d'existence des populations. Il y a des problèmes de conflit dans le monde qui sont là, qui persistent, qui perdurent. Il y a également des questions qui sont liées aux conditions dans lesquelles s'effectue la gouvernance des pays, avec les capacités de réforme des sociétés, et pas nécessairement des politiques qui sont capables de penser à long terme, parce que finalement les règles du jeu sont de se faire réélire tous les 4 ans. Ça se passe à 3 niveaux. Il y a des solutions qui, au fond, le problème des moyens d'existence, c'est à la fois de permettre à plus de gens d'accéder à des moyens d'existence supérieurs, donc ça pose des problèmes d'inclusion qui touchent particulièrement les pauvres, et ça touche des problèmes, des questions de résilience, c'est-à-dire qu'il faut être résilient au choc, et notamment au choc que je viens d'évoquer lié aux grandes tendances. Donc il faut penser des stratégies à la fois d'inclusion et de résilience. Et la résilience passe notamment par une action à 3 niveaux, qui est au niveau global, il faut des accords internationaux qui d'une manière ou d'une autre vont prévenir des crises financières, prévenir des crises climatiques, notamment en agissant sur des accords internationaux sur la manière de réduire les émissions de carbone. Il faut des accords peut-être dans le domaine de la taxation pour faciliter des redistributions de ressources, notamment parce qu'il y a des inégalités qui croissent avec le développement des économies. Il faut des actions au niveau national, et ça facilite l'adaptation des populations. Alors, ça veut dire modifier les systèmes éducatifs, développer ce qu'on appelle les life skills, ou bien tout ce qui est au fond la facilité de changer de compétences, ce qu'on appelle les learning pathways, où il faut faciliter ces adaptations tout au long de la vie, dans l'apprentissage. Il y a des aspects qui touchent la protection sociale, et réfléchir notamment dans les pays développés à ce qui est possible de faire pour créer un revenu minimum pour chacun. Parce qu'au fond, on s'aperçoit que les ressources vont venir à la fois de possibilités d'emploi, mais d'emploi éventuellement partiels, à temps partiel, mais aussi de transferts sociaux, mais aussi de travail qu'on pourra faire de manière bénévole, dans le cadre de communautés qui, au fond, s'entraideront, dans la mesure où il n'y aura peut-être pas assez de jobs pour tout le monde. Il y a également tout ce qui est possible de faire dans le domaine de la croissance verte, qui est susceptible de créer des emplois tout en résolvant des problèmes écologiques. Et puis il y a le niveau local, après le global, le national, il y a le local, qui est au fond l'autonomisation du local, qui permet au fond de se déconnecter des grands problèmes, des grands risques mondiaux. Alors ça peut être des communautés qui deviennent autosuffisantes au niveau local, ça peut être des communautés qui développent même des monnaies locales, qui aujourd'hui se multiplient, il y en a plusieurs milliers dans le monde aujourd'hui qui fonctionnent. Ça peut être également des villes qui sont capables d'être autonomes, résilientes, d'une manière telle que finalement elles sont également protégées des grands chocs, quels qu'ils soient, économiques, environnementaux ou autres. Voilà les 3 niveaux d'action. For me, it was my second visit in the Silicon Valley. I visited Silicon 2 years ago. My perception is we are in a very specific or special ecosystem in which the creation of values, economic values, but also human values are possible and help us to approach to moonshot. So this ecosystem is incredible for me because it permits to make some experiments. We can make some risk in terms, for example, of in education, like I saw in the high school in Bali, or some risk in enterprises, business, economy. And one point I remember, which is really important for me, it's to the transformation or to end, because I need that for me innovation, and I saw that in the Silicon Valley. It's not only to make some new things, but also to be able to articulate these new things on those who are more academics. Moi, ce que j'ai appris, c'est le « et ». Et c'est-à-dire que
ce qui me surprend complètement ici, que effectivement, d'abord, ça a complètement changé très rapidement en quelques années. C'est pas la même Silicon Valley qu'il y a 10 ans. Mais c'est cette sorte de hyper-concentration de temps, d'espace, et le monde entier aussi. C'est-à-dire que c'est relié au monde aussi. C'est à la fois hyper concentré et hyper relié au monde. Relié à la Chine, au Japon, etc. C'est-à-dire que c'est en opération constante avec l'Inde, avec la Chine pour la production, avec l'Inde pour les softwares, avec la France pour certains aspects, etc. Donc il y a à la fois une hyper concentration et une hyper articulation de tous les endroits de la planète. C'est ça qui m'a vraiment surpris, et je crois que c'est ça qui est vraiment unique, parce qu'on va aller voir l'Allemagne, donc ça va être sans doute très très différent, ou les pays nordiques, mais là c'est remarquable de ce côté-là.